Édition spéciale ce soir, nouvelle escalade entre l'Iran et Israël, de nouvelles frappes d'Israël sur l'Iran, sur des cibles ce soir et cet après-midi, mais également une riposte attendue de l'Iran ce soir. Vous êtes sur LCI pour tout comprendre et tout voir. Pour en parler ce soir, Thierry Breton, bonsoir. Bonsoir. Général Kempf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en plateau à mes côtés. On va prendre tout de suite la direction du terrain côté Israël avec vous, Nicolas Rouget, bonsoir. À quoi s'attendre sur le territoire israélien ce soir ? Alors l'armée a prévenu qu'il y aurait sans doute une attaque comme hier soir sur le territoire israélien ce soir. Donc pour l'instant tout le monde s'y attend. Il y a déjà eu des nouvelles règles mises en place pour demain. Donc toutes les écoles seront fermées. Il y aura des limites encore une fois sur les rassemblements. Aujourd'hui c'était Shabbat, évidemment la fin de la semaine. Demain c'est une nouvelle semaine qui commence. Donc les Israéliens commence cette semaine dans cette appréhension d'un certain côté qu'il y ait cette escalade et que ça continue à grimper. Les Israéliens s'inquiètent surtout du blackout. On s'attend peut-être à une attaque massive des iraniennes sur le nord du pays en particulier, sur des intérêts stratégiques plutôt énergétiques. On peut voir, il est possible, il y a des rapports aujourd'hui en Iran que Israël aurait frappé un champ de gaz. C'est peut-être une première salve d'un certain côté dans cette nouvelle escalade dans la guerre. Évidemment, quand on commence à toucher à des infrastructures civiles, cela affectera la population encore plus. Donc en Israël, on s'attend à un blackout. On a vu les gens dès hier et puis aujourd'hui aussi aller chercher des packs d'eau, faire des provisions. Et puis il y a beaucoup de familles évidemment qui passeront les nuits dans les abris. On s'attend à ce que évidemment ces alertes arrivent assez rapidement. Hier, c'était vers 3 heures du matin au début de l'attaque. Maintenant, on verra on verra à quel moment cela se fera. Mais très clairement, on est encore dans une zone de tension très, très, très élevée. On sait que les Iraniens n'ont pas évidemment donné la riposte qui était attendue, sans doute en particulier parce que les Israéliens ont handicapé leur rampe de lancement. Donc, il n'a pas eu énormément, 150 missiles balistiques, alors que les Israéliens s'attendaient à plusieurs centaines. Et cela pourrait arriver ce soir, évidemment, ou dans les jours qui viennent. Merci Nicolas Rouget, on reviendra vous voir s'il y a des alertes sur le territoire israélien ce soir. Thierry Breton, on a appris que le président Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président américain Donald Trump, mais également le président iranien et le président libanais ce soir. Quel peut être le rôle du président français avec ce qu'il se passe en ce moment entre l'Iran et Israël ? D'abord, il y a le rôle qu'il avait voulu jouer, notamment avec l'Arabie Saoudite. On le sait, puisque il devait se rencontrer dans 2 jours à l'ONU pour parler précisément de la reconnaissance donc de l'État de Palestine. Ça maintenant, c'est derrière nous. C'est derrière nous, c'est reporté sine die. On sentait bien déjà que cette réunion allait être difficile. Certains disent, je les entends en particulier à l'ONU, dire il valait peut-être mieux qu'elle n'ait pas lieu parce que finalement, ça n'aurait sans doute pas été un succès. En tout état de cause, maintenant, c'est fini. Alors, il ne faut jamais dire jamais, bien entendu, et il faut voir si on pourra la remonter, mais vous savez, ce qui vient de se passer est tellement important. Vous le dites du reste sur votre antenne, et vous avez raison. Et j'allais dire aussi tellement grave, parce que c'est tout un basculement dans lequel Israël a plongé maintenant le Moyen-Orient. Alors évidemment, nous sommes, nous tous, contre la nucléarisation de l'Iran, et de façon très claire et très ferme. Je me souviens de Jacques Chirac qui disait si jamais l'Iran accède à la possibilité d'avoir une arme nucléaire, alors c'est un embrasement nucléaire, c'est la prolifération. L'Arabie Saoudite devra sans doute y aller aussi, la Turquie devra sans doute y aller aussi, l'Égypte devra sans doute y aller ici aussi. Il me disait ça. Il le disait explicitement. Et je crains qu'il n'ait pas tort. Donc ce qui se passe est extrêmement important. Bien sûr, il faut se parler les uns les autres, il faut appeler à la désescalade. Mais voyez-vous, il faut regarder peut-être 2 choses, me semble-t-il, aujourd'hui. D'abord, la légitimité qui a été celle de Benjamin Netanyahou pour attaquer, dans un timing dont il faut reconnaître qu'il est particulièrement opportun. Il a attendu, mon général, le rapport le 12 juin de l'AIEA qui dénonce à juste titre, la sonnette d'alarme, et qui dénonce à juste titre le fait que l'Iran poursuit avec ses centrifugeuses la capacité de produire désormais de la matière fissile qui pourra être utilisée donc de façon nucléaire.
Et il continue, donc il tire la sonnette d'alarme. 15 bombes en quelques jours. Alors, en gros, c'est peut-être... Non, pas en quelques jours. D'abord, je crois qu'il faut là aussi être attentif, et bien sûr, on doit parler avec beaucoup de prudence. Les chiffres qui circulent, c'est plutôt entre 400 et 500 kilos d'uranium qui serait déjà enrichi à 60% et dont il faut, en gros, 10%, c'est-à-dire 40 à 50 kilos pour pouvoir faire de l'uranium enrichi à 90%. Et c'est ça ce dont on a besoin pour avoir une arme fonctionnelle. Donc ça veut dire qu'avec les stocks qui sont aujourd'hui identifiés, on va dire, par la IEA, c'est plutôt une dizaine de bombes. Mais c'est déjà 10 bombes. Et pour ça, Madame Haddad, il faut miniaturiser pour la rendre fonctionnelle. Il faut miniaturiser. Peut-être même un an. On va voir avec le général. Peut-être même un an. Donc en tout cas, mais enfin, on y est presque. Et donc c'est ça qui est important. Donc la première chose, c'est de voir si les frappes, elles ont pu évidemment taper les 2 sites de production qui sont Natanz, c'est à 150 km au sud-ouest de Téhéran, ou l'autre site qui est beaucoup plus important, qui est Fordo. Fordo, curieusement, n'a pas été attaqué, alors que c'est vraiment le site stratégique. Il est vrai que là, les centrifugeuses, elles sont enfouies à 90 mètres sous terre, donc c'est extrêmement difficile de les attaquer. Mais il semblerait, on va voir, mais il semblerait que même sur le premier site, c'est plutôt les infrastructures électriques qui ont été attaquées et que donc on n'a pas encore du tout touché cette capacité. On voit donc bien. On va voir encore tout ça. On est maintenant évidemment dans l'analyse et puis vous le disiez tout à l'heure. On les voit ces sites sur l'écran. Et on les voit effectivement. Et on voit également la centrale au sud. Vous voyez, c'est la centrale donc nucléaire, une centrale nucléaire qui est faite par les Russes. Donc on voit que derrière tout ça, il va falloir évidemment maintenant vérifier si la justification, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Je rappelle quand même pour nos téléspectateurs que le régime des Mollahs, il porte dans son projet politique la disparition du territoire d'Israël. Donc évidemment, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement important. Est-ce que finalement les 100 frappes qui ont eu lieu il y a 24 heures ont réussi à mettre à mal la capacité de l'Iran à se doter de l'arme nucléaire? On verra. Pour l'instant, on a quelques interrogations, mais on va voir évidemment ce qui va se passer. Deuxième élément, ça c'est le premier. Deuxième élément, comme par hasard, il y avait une réunion qui était prévue, la 6e réunion qui était prévue demain, donc entre les États-Unis et l'Iran. Avec Steve Witkoff. C'est terminé. Comme par hasard, désormais, on ne parle plus du sujet de Gaza, qui est quand même un sujet majeur. Comme par hasard, Benjamin Netanyahou, qui avait quelques difficultés, il a toujours quelques difficultés avec sa coalition. Et on se souvient que... Il l'a gardé à une voix. Et notamment avec les ultra-orthodoxes qui ont failli faire tomber le gouvernement. On sait qu'en Israël, ils sont dispensés d'être envoyés sur le front. Ça commence à créer des tensions. Bon, tout ça est derrière. Et donc aujourd'hui, parce qu'encore une fois, c'est existentiel, eh bien, on a effectivement la population israélienne qui, légitimement, est ressoudée, je dirais, derrière cette action, et puis aussi contre les réactions d'Israël. Alors maintenant, pour nous, il faut évidemment, d'abord, je le dis vraiment, et ça ne vous étonnera pas de là d'où je viens, il est vraiment indispensable, de plus en plus, d'essayer d'avoir une expression européenne. Alors c'est compliqué. Ils ont essayé de l'avoir. Le format E3 s'est rendu auprès des Américains pour les négociations. Vous avez raison, c'est essentiel. Mais l'Europe, c'est pas 3 pays, c'est 27. Et donc, il faut vraiment essayer d'avoir une réaction européenne et non pas des réactions disparates. C'est, me semble-t-il, ce à quoi nos chefs d'État et de gouvernement, je ne suis pas là évidemment pour donner le moindre conseil à quiconque, mais dans cet basculement du monde, parce que c'est de ça dont il s'agit. J'espère que je me trompe, Margot Haddad, j'espère que je me trompe, mais ce qui se passe, c'est un risque de basculement du monde. Eh bien, l'Europe doit plus que jamais intervenir et s'exprimer comme une unité et non pas comme 27 pays différents. Général Kempf,
On va regarder cette carte, notamment de ces sites, et vous allez nous décrire ce qui a été réellement touché. Puisque même les Israéliens le disent. Tzachi Hanegbi, le conseiller à la sécurité nationale israélienne, a dit dans une interview à la chaîne 12, ça ne peut pas se terminer seulement sur le plan militaire. On n'y arrivera pas, puisqu'il y a notamment tout ce qu'il se passe en souterrain, ces activités souterraines. C'est tout le problème. C'est-à-dire que les Israéliens ne peuvent pas faire ce qu'ils avaient fait en 1981 contre la centrale nucléaire irakienne à Osirak, c'est-à-dire aller et taper. Pourquoi ? Parce que, comme vous le rappelez très justement, c'est dans une zone montagneuse, donc déjà difficile d'accès, et en plus à 90 mètres de profondeur avec des couches successives de béton, etc. Donc c'est extrêmement protégé. Donc des moyens classiques, sauf à employer, disons le chose, une arme tactique nucléaire, qui pourrait, elle, éventuellement aller au fond des choses. Mais par des moyens classiques, c'est extrêmement difficile à envisager. Et donc, les Israéliens ont choisi une autre voie. Et quand vous regardez leur cible, ils ont finalement peu tapé le dispositif nucléaire. Absolument. Qu'est-ce qu'ils ont tapé ? D'abord, tout le monde pense que c'est des avions, etc. Non, il y a énormément de forces spéciales du Mossad, des forces spéciales israéliennes qui étaient à l'intérieur, qui ont utilisé des roquettes, des drones. Ils l'ont montré ouvertement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, et ça a surpris tout le monde. C'est-à-dire que ce qu'avaient fait les Ukrainiens il y a 2 semaines contre les Russes, les Israéliens l'ont fait en encore plus grand modèle, à plus grande échelle, en Iran. Donc, ils ont visé d'abord l'appareil, je dirais, humain du régime, sauf l'échelon politique, mais en tout état de cause, les dirigeants militaires et les grands scientifiques. C'est-à-dire qu'ils veulent handicaper la conduite du programme nucléaire. D'abord par les hommes. Ensuite, ce qu'ils ont fait, la deuxième chose qu'ils ont visé, ça a été tout ce qui était défense aérienne. Les radars, les sites de missiles, etc., etc. Ils ont commencé à viser ce qu'ils pouvaient viser sur les sites de lancement balistique et ils ont fait quelques frappes sur Natanz, vous avez raison de le rappeler, mais juste en surface, juste pour handicaper, etc. Mais donc, leur objectif aujourd'hui n'est pas forcément d'aller casser, à proprement parler, les installations nucléaires, mais de retarder, gêner, et si possible aller, sinon vers un changement de régime, du moins vers un retardement général de ce qui s'est passé. Et ça, ils ont aujourd'hui un ciel libre, je vous rends la parole, monsieur le ministre, ils ont aujourd'hui le ciel libre, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui quasiment plus de défense aérienne, et donc ils vont pouvoir y aller allègrement pour viser maintenant la capacité de riposte iranienne, qui est aujourd'hui celle des missiles balistiques. C'est aujourd'hui leur prochain objectif. Vous croyez à la décapitation du régime, Thierry Breton ? C'est très difficile. C'est très difficile. D'abord, je voudrais souligner le paradoxe, si je puis dire. La légitimité de cette action, qui a du reste valu un soutien légitime, je dirais, d'une grande partie de l'opinion internationale, et en particulier de nous, en Europe. Parce qu'évidemment, et il est absolument, on l'a dit, et on l'a répété, il est pour nous tous inacceptable, effectivement, que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Donc, à partir du moment où c'est évidemment, et le timing dont on parlait tout à l'heure en est l'illustration, que c'est ce qui légitime cette intervention, on voit, et le général vient de le rappeler, qu'au fond, c'est effectivement l'argument politique, mais que la réalité, elle n'est pas là. On tape quoi ? Pour reprendre votre expression, mon général. Je suis désolé. Mais c'est le terme employé. Évidemment, ce qui fait vraiment mal à Israël, à juste titre, c'est-à-dire l'ensemble des bases de lancement et les missiles balistiques, ça fait mal, et donc on y va. Effectivement, on démontre que l'on sait intervenir, et il faut reconnaître que c'est tout à fait impressionnant, on sait intervenir jusqu'au domicile de certains, donc vous l'avez rappelé, des militaires, dans son sommeil, des chefs d'état-major, des chefs des gardiens de la Révolution, de quelques scientifiques. Alors maintenant, le régime iranien, il est quand même très, j'allais dire, interchangeable. Et tout de suite, on nomme des successeurs qui eux-mêmes répondent comme un seul homme au régime. Je crains que ça ne suffise pas à le décapiter. Et j'ajoute une autre chose, c'est qu'évidemment, on sait que le régime des Mollahs est un régime qui est loin d'avoir le soutien de la population. S'ils ont 20% de soutien, c'est sans doute le maximum. Mais dans ce qui se passe, on retrouve et on revoit désormais en Iran, un peu, on ressoude un petit peu, parce que finalement, il y a aussi cette notion qu'il ne faut jamais oublier en Iran de patriotisme. Et ce patriotisme, eh bien, il ressort. Et avec ce que vient de faire Benjamin Netanyahou,
Il y a un patriotisme qui ressort en Iran, donc, alors que le régime était très affaibli, très critiqué, très faible, il va peut-être être un tout petit peu renforcé par rapport à la situation que vivent aujourd'hui les Iraniens. Je rappelle que, par parenthèse, il y a un Iranien sur 2 qui vit sous le seuil de pauvreté, 90 millions d'habitants, 1 sur 2. Et évidemment, il a ressoudé de son côté, je dirais, la population et ses compatriotes. Mais justement, certains en veulent au régime de ne pas avoir fait de deal avec les Américains, un deal au rabais tout de même par rapport au JCPOA de 2015, en le disant clairement au régime, vous nous avez mis dans une situation économique redoutable puisque les sanctions continuent, même parce que vous n'avez pas fait de deal. Madame Haddad, qui est sorti du JCPOA ? Donald Trump. Donald Trump, en 2018. Et il en est sorti, et paradoxalement, il en est sorti parce que là, il estimait qu'il fallait mettre plus de sanctions, il fallait être encore plus dur. Et 6 ans après, maintenant, il revient en disant non, il faut être beaucoup plus conciliant, il faut être beaucoup plus en négociation. Il faudrait donc, vous voyez. Vous croyez au coup de bluff ? Axios parle de coup de bluff. Non, je ne crois pas au coup de bluff, je ne crois certainement pas, enfin à mon avis, je ne crois pas au coup de bluff. Je pense simplement que quand vous vous mettez maintenant, y compris dans la situation, aussi une seconde, des Iraniens et d'une façon générale, de beaucoup d'acteurs du Moyen-Orient, ces changements de posture, parce que je viens d'en rappeler un à l'instant, ces changements de posture ne renforcent pas la position, je dirais, de l'Occident sur ces questions. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle, on n'en a pas encore parlé, mais il va y avoir des répercussions. Des répercussions, malheureusement, votre correspondant à Tel Aviv nous a rappelé à l'instant qu'on les attend. Il y a des répercussions. L'Iran ne peut pas ne pas réagir. Mais j'allais dire, y compris économiquement. On sait que l'Iran peut contrôler le détroit d'Ormuz, dont je rappelle qu'il est absolument clé pour le fait de pouvoir sortir le pétrole. Sortir le pétrole. Donc 20% de la production, de la consommation de pétrole et de la distribution de pétrole passe par le détroit d'Ormuz. Donc là aussi, on souhaitait tous, comme sanction, mettre des sanctions à la Russie en disant on va lui faire baisser le prix du pétrole. Vous vous souvenez, lors du voyage à Kiev, des 4 présidents et premiers ministres européens, on va mettre des sanctions massives, le pétrole va baisser à 40 $ et la Russie va en pâtir. Aujourd'hui, on est à un pétrole qui avoisine les 80 $. On a pris 10% sur le prix du Brent, 10% aujourd'hui, depuis évidemment cette situation. Donc on voit que tout est en train d'être rebasculé. J'ajoute enfin, pour rendre encore plus complexe la situation, que évidemment il y a le jeu de la Russie et il y a le jeu de la Chine. La Russie, qu'on le veuille ou non, est proche de l'Iran, on le sait. La Russie a besoin de l'Iran, on le sait. Et donc la Russie, bien que évidemment elle ne soutienne pas officiellement la nucléarisation évidemment de l'Iran, la Russie aujourd'hui donc le dit haut et fort, ils l'ont dit du reste, nous sommes contre, mais derrière a un jeu qui est trouble. Quant à la Chine ne veut surtout pas de nucléarisation, alors ça pour elle, ça c'est vraiment le chiffon rouge, mais la Chine dépend en grande partie, à peu près entre 40 et 50% de son pétrole, il passe par le détroit d'Ormuz. Donc vous voyez, la situation va être extraordinairement complexe. Et pardon de le dire, ce n'est pas un pays européen qui va pouvoir agir ou intervenir. Il est indispensable, même les États-Unis, parce que dans cette affaire, il faut peut-être dire les choses aussi clairement. On a le sentiment que Donald Trump s'est fait un peu doubler, quand même, par Benjamin Netanyahou. Il s'est fait doubler. Alors, bien sûr, il a toujours une capacité de retomber sur ses pieds. Il le dit. Il dit que finalement, est-ce qu'on était prévenu, est-ce qu'on n'était pas prévenu. Enfin, on sait que pour des opérations de cette nature, mais en général, il faut évidemment avoir un soutien logistique que seuls les États-Unis d'Amérique sont capables de donner. Mais on sait que c'était pas sans doute son calendrier. On apprend à l'instant que la défense aérienne a été activée sur Téhéran. Qu'est-ce que cela veut dire, Général Hakem ? Ça veut dire que les Israéliens l'ont annoncé. La campagne va durer au moins 2 semaines. Ce qu'ils ont dit aujourd'hui, à mon avis, elle va durer beaucoup plus que 2 semaines. Parce qu'ils vont continuer à taper. Excusez-moi de cette expression, mais ils ont un marteau et ils considèrent que tout problème est un clou. Donc, mais c'est possible sans les Américains sur le long terme ? Parce que c'est la question qu'on se pose. Beaucoup avaient parié sur le fait qu'ils n'arriveraient pas à mener ces frappes sans les Américains, sans ravitailleurs américains. Ça a été fait par les Israéliens. Est-ce qu'ils peuvent tenir sur la durée ?
Alors, il y a très probablement un soutien intangible américain, d'abord sur les situations de renseignement, situation spatiale, de renseignement spatial, probablement aussi un soutien logistique. Peut-être quelques avions, peut-être l'utilisation d'une base en Syrie, Jordanie. Dernière chose, il n'y a pas de frappe s'il n'y a pas de munitions, et les munitions, elles sont principalement américaines. D'ailleurs, là, on parle de ce qui se passe sur Téhéran, mais on peut aussi parler de ce qui se passe en Israël. Tout le calcul des Iraniens va être, ils ont un stock d'à peu près 2000 missiles balistiques. Ils en ont tiré 150 hier. C'est pour ça qu'ils ne vont pas en tirer, ils vont essayer d'échelonner dans le temps en envoyant les plus faibles ainsi qu'un certain nombre de drones de longue portée, les drones Shahed, de façon à épuiser la défense aérienne israélienne et de façon à obtenir à un moment ou à un autre un succès de prestige en fin de campagne, de façon à dire on a pu riposter. Et puis après, ils vont se poser la question, quelles sont les autres options? Alors, vous avez l'option économique qui est quand même assez radicale, celle du détroit d'Ormuz, de bloquer le détroit d'Ormuz. Je pense qu'ils vont aussi s'adresser à leurs correspondants. On a parlé de la Russie, on a parlé de la Chine. Le détroit d'Ormuz, général Kempf, ça fait 20 ans qu'ils menacent de fermer le détroit d'Ormuz. Plus même, 40 ans depuis la guerre Iran-Irak. Le seul problème, ils n'ont plus de défense aérienne et ils vont se faire matraquer par les Israéliens pendant des jours et des semaines. Et donc, il s'agit de la survie du régime. Et donc, maintenant, le régime ne peut plus faire semblant. Donc, c'est la fin des négociations, ça tout le monde le sait, et ils ont commencé déjà à le dire. Ils ne sont pas dans une posture de négociation. Ils vont essayer de durer et d'accélérer ce qui est désormais inéluctable, c'est la constitution, le franchissement du seuil nucléaire, c'est-à-dire d'une bombe nucléaire, quitte d'ailleurs à fabriquer rapidement dans un temps réduit, avec ce qu'ils ont déjà, une bombe sale. Je veux dire, tout le monde pense à une bombe nucléaire de plein exercice, etc., avec de l'uranium à 90% militarisé, miniaturisé, porté sur un... Mais entre-temps, vous pouvez aussi fabriquer des bombes sales. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, ils ont une situation militaire extrêmement dégradée, ils ont une situation économique, je parle sous votre contrôle, extrêmement dégradée, ils sont aux abois, ils peuvent faire de grandes bêtises. Et le problème, c'est que on les a poussés, et on les pousse précisément à cette extrémité, parce qu'aujourd'hui, qui peut parler à l'Iran pour essayer de procéder à une désescalade? Sans doute les Russes, sans doute les Chinois. La Chine, 95% tout de même. Ils disent 95% du brut iranien. Nous sommes donc bien d'accord. Et donc, on voit bien que là, le jeu, je dirais, de la puissance nécessaire pour pouvoir repeser dans ce qui va se passer, et je rejoins tout ce que dit le général, il ne s'agit pas évidemment d'affoler et de... Voilà, on est dans une situation qui est une situation, je crois que ce qu'on peut dire, hélas, à ce stade, c'est que Benjamin Netanyahou l'a dit, ça va durer. Et on sait que, quelque part, il a intérêt à ce que cette situation dure. On le voit, hélas, à Gaza. Et ce n'est pas nos protestations légitimes et nécessaires qui ont changé quoi que ce soit. Mais là, il a changé de nature et de registre. Il prend le prétexte, et je le redis, d'un élément qui lui redonne une crédibilité et un soutien international. Parce que, évidemment, nous sommes tous pour la dénucléarisation donc, de l'Iran. Et il va falloir aussi qu'il ait quand même quelques petits succès. Sans ça, très vite, vous l'avez dit tout à l'heure, mon général, maintenant, l'espace aérien iranien, il est quasiment libre. Mais en revanche, les 2000 missiles balistiques, ils sont là. On se souvient du reste que lors des dernières attaques, les Iraniens avaient envoyé leurs drones, Shahed en particulier. Un drone Shahed, ça coûte quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros. Et on a envoyé des missiles patriotes pour les détruire. Ça coûte plutôt, l'unité, c'est plutôt le million ou plus de dollars, jusqu'à 5. Et donc, on voit bien qu'ils vont continuer, évidemment. Ils savent le faire. Mais derrière, hélas, au stade où nous en sommes, avec, encore une fois, le changement politique qu'on vient de décrire brièvement, aussi bien en Iran, mais aussi en Israël, on est hélas, à mon avis, appelé à avoir une situation qui risque de durer. Et là, bien sûr, comme dans ces situations, il va falloir avoir des leaders qui s'imposent, qui puissent intervenir. Pour l'instant, on ne les voit pas.
L'aide des pays arabes, est-ce qu'elle va continuer? On sait qu'il y a eu des interceptions de drones la nuit dernière de la part des Jordaniens, mais également des Saoudiens, qui ont condamné fermement les attaques d'Israël sur le territoire iranien. Mais il y a une sorte de double jeu des pays arabes, et j'aimerais vous entendre tous les deux là-dessus. Parce qu'on a l'impression qu'ils condamnent, mais en même temps, il y a tout de même une coalition anti-drone iranien qui est faite avec les Israéliens, avec les Émirats arabes unis, avec les Jordaniens, et qui est connue du monde entier, Général Kempf. Vous parlez de double jeu, il y a un double jeu de tout le monde. Il y a un double jeu des Israéliens qui disent, vous comprenez, c'est une attaque préventive, c'est pour se défendre, alors que c'est eux qui attaquent. Grand 1, sachant qu'ils ils utilisent leur puissance militaire extrêmement supérieure, c'est quand même la superpuissance. Et politiquement, Netanyahou, c'est j'attaque donc je suis. J'attaque donc je suis, et je persiste à durer politiquement. C'est vrai de la part des Américains, avec Trump qui a probablement, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins, probablement été, peut-être pas surpris parce que ça a été un peu coordonné, mais c'était pas forcément dans son plan à lui. C'était pas son agenda. C'était pas son plan à lui, parce qu'il avait quand même une réunion dimanche et il espérait quand même essayer d'avoir quelque chose. Après, il s'est rebondi, et puis de toute façon, il est capable de tout. Mais effectivement, vous avez raison, Margot, les capitales arabes ne veulent pas d'un Iran nucléarisé. Et pas tellement pour la menace qu'un Iran nucléaire ferait peser sur eux-mêmes, quoique, mais parce que, et vous avez tout à fait raison de le rappeler, Monsieur le Ministre, c'est parce que ça déclencherait un cycle régional de prolifération en Arabie Saoudite, en Turquie, peut-être en Égypte, moins sûr, mais peu importe. Et du coup, si vous avez un Proche-Orient nucléarisé, c'est la porte ouverte partout dans le monde entier. C'est gravissime ce qui se passe. Et donc c'est aussi pour ça. Les pétromonarchies ont aussi leur intérêt, Thierry Breton. Bien sûr, elles ont leur intérêt, et je crois d'abord que les accords d'Abraham, eux aussi, ils passent en perte des profits. Donc on voit que toutes ces architectures qu'on a essayé de bâtir, aujourd'hui, elles viennent pratiquement de voler en éclats, avec Israël qui continue plus que jamais à être la puissance dominante de la région, à dicter sa loi, mais pour aller où? Et toute la question, c'est ça. Pour aller où? Jusqu'à quand et pour aller où? Les seuls qui peuvent éventuellement avoir cette réponse ou commencer à bâtir cette réponse, évidemment, ce sont les États-Unis d'Amérique. Est-ce que pour l'instant, ils en ont envie? Ils ne l'ont pas démontré. Et donc, c'est là où ça doit se passer. En ce qui concerne ce que vous appelez les pétromonarchies, en tout cas les pays du Golfe au sens large, bien entendu, ils jouent de cette ambiguïté que vous avez rappelée. C'est aussi leur ADN politique, et il faut l'accepter, et il faut le comprendre. C'est pas la peine de dire j'aime pas ce régime, voilà, c'est comme ça. Il faut vivre avec. Aujourd'hui, le général a dit, ils n'ont pas intérêt à la nucléarisation donc, de l'Iran. Malheureusement, ce qui vient de se passer peut risquer d'accélérer la nucléarisation de l'Iran. Et c'est évidemment ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est peut-être là, et je le redis, que nous aurons la possibilité de jouer un rôle en commun. Et voyez-vous, c'est quand même, on vit un moment tellement inédit où tout s'enchevêtre, ce point de basculement. Le pays qui est le plus opposé à ça aujourd'hui sur la planète et qui le dit haut et fort, c'est la Chine. Et il ne faut pas mésestimer le rôle de la Chine, y compris dans cette partie du globe où elle s'aventurait avec prudence. Est-ce que c'est finalement la Pax Americana, c'est terminé? Malheureusement, je suis le premier à le regretter. Moi, c'était ma vie, c'était sans doute la vôtre également, mon général. Quelle est cette nouvelle Pax qui est en train de se dessiner? J'espère que ce ne sera pas uniquement la Pax chinoise. Merci Thierry Breton, merci Général Kempf. À suivre, Israël annonce avoir frappé une installation souterraine de lancement de missiles dans l'ouest de l'Iran. On y revient dans un instant, juste après une courte page de pub. À tout de suite.